Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de 3 autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de FabFlo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Hugo Travers qui est plus connu sur l'internet et ailleurs sous le nom d'Hugo Décrypte. Hugo s'est fixé comme objectif dès le plus jeune âge d'informer la jeunesse, et notamment grâce aux médias utilisés par les jeunes. Il a aujourd'hui une chaîne YouTube qui cumule plus d'1 million d'abonnés et a créé autour de cette chaîne une équipe d'une dizaine de personnes et un média présent partout sur les réseaux sociaux. Il nous raconte comment il a chopé le virus de l'information, le rôle que son père et son frère ont pu jouer pour lui au plus jeune âge et comment il a commencé petit à petit à informer les plus jeunes sur le web. On discute de ses prises de tête en tant que jeune chef d'entreprise, de cette décision de faire reposer son média sur son nom et sur sa tête, des enjeux à réussir à garder le contact avec les jeunes alors que lui ne va plus faire que vieillir les années passant. Bref, vous verrez, Hugo est tellement mature qu'il m'a bluffé à plusieurs reprises au cours de cet entretien. J'espère que vous apprécierez sa personnalité et sa simplicité et surtout à quel point il garde la tête sur les épaules à même pas 25 ans. Merci à toi, Hugo, pour ce moment passé en ta compagnie. Je vous le redis, mais la semaine prochaine, je fais une pause podcast, je profite des vacances pour mieux revenir le premier jeudi de 2021, le 7 janvier à 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Joyeux Noël à toutes et à tous, un grand merci pour votre fidélité en 2020 et puis je vous dis à l'année prochaine. Blague de tonton. On est avec Hugo Décrypte. Alors, Hugo Décrypte, Hugo Travers. Personne ne connaît ton nom. En vrai. Et même moi, j'ai lancé ma chaîne sans penser que les gens allaient m'appeler Hugo Décrypte. Dans ma tête, c'était Hugo Décrypte. C'était un prénom, mon prénom, qui est effectivement Hugo, et une sorte de verbe, sauf que c'est devenu Hugo Décrypte. Et maintenant, quand je croise des abonnés ou autres, c'est Hugo Décrypte, alors que c'est peut-être Hugo de Hugo Décrypte, mais c'est bizarre de dire ça comme ça. Donc, T'es trop jeune, mais moi, quand j'étais gamin, il y avait une émission qui s'appelait Hugo Délire. Ouais. Et il y a même un streamer Il y a un aujourd'hui. streamer qui s'appelle comme ça, j'ai fait, pas très bien alors. Mais c'est marrant, ça fait un pseudo alors que là-bas c'est juste ton prénom et ton nom. Et il y a beaucoup de Hugo sur internet, sur YouTube notamment. Hugo tout seul, Hugo posé, Hugo délire, Hugo décrypte. Je sais pas ce qu'on a. Voilà, on a être un petit complot de Hugo. Est-ce que c'était un prénom à la mode quand t'es né? Ah, j'imagine. Peut-être que génération. Moi, je suis de 97. Je sais, c'est possible. Je connais pas. C'est très commun comme prénom. Hein. Mon deuxième prénom c'est Mathieu. C'est tout aussi commun que le premier. Okay. C'est vraiment que des prénoms très communs. Mais maintenant, dans ta vie, t'es un peu condamné à t'appeler Hugo Décrypte, non? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et le pire, c'est que il y a toujours des retours de gens qui disent ouais, mais en plus décrypte, c'est pas français, faut dire déchiffrer ou je sais pas. Je retourne dans les trucs, je me dis non, mais c'était juste de base un terme qui voulait dire voilà, on explique l'actualité ou machin. Mais le nom est resté. Et c'est drôle parce que c'est typiquement le genre de choses que tu prends la décision d'appeler ta chaîne comme ça en te disant bon bah. T'avais quel âge? J'avais 18 ans quand j'ai lancé la chaîne et je me suis dit vas-y on va l'appeler comme ça. J'en parlais avec des potes et Hugo Analyse, Hugo Décrypte, Hugo machin. On a fait allez ce sera Hugo Décrypte et c'est drôle de se dire qu'aujourd'hui c'est un truc que je porte entre guillemets. Non pas que je l'assume pas, ça me va très bien, mais c'est drôle de se dire que ça reste encore aujourd'hui. Ah ouais, de ce fait-là personne connaît ton vrai nom. Bah ouais, Hugo Travers, je crois que il est visible sur Twitter ou juste si c'est possible, mais okay. Mais après oui, c'est pas quelque chose que je. Tu veux pas le cacher pour autant? Non, je veux pas le cacher pour autant, non. C'était pas un pseudonyme? Non, c'est pas un pseudonyme. C'est pas un pseudonyme. Personne ne me connaît sur Internet. C'est juste Décrypte. J'avais une super discussion avec Maya Mazorette dans mon podcast justement parce qu'elle c'est un pseudo Mazorette. Tu vois et c'était une vraie décision de sa part de se dire en fait le jour où je veux disparaître je reprends mon nom et en fait c'est mon nom quoi. C'est une très bonne idée. Alors la chose qui consiste à aller encore plus loin, c'est de faire ça, d'avoir un pseudonyme, mais en plus d'être anonyme, donc on voit pas ton visage. Bon, dans mon cas, du coup apparemment j'ai fait tout l'inverse. Ça c'est mort. Là c'est fini. Mais ouais, ça a du sens. Ne serait-ce que le nom, c'est vrai que ça a du sens et c'est très facile à mettre en place en soi. Et même si les gens d'ailleurs connaissent potentiellement ton nom, parce qu'en creusant, il y a plein de youtubeurs qui ont un pseudonyme ou autre, et tu peux arriver à trouver leur nom, mais ça permet au moins de faire une sorte d'écran. Ouais, c'est ça. Donc ça peut être quand tu es au téléphone avec quelqu'un et que je sais pas, avec les impôts ou je ne sais quoi, ou avec un service ou autre, et tu dis ton prénom et ton nom, au moins c'est plus tranquille quoi. Mais ouais, intéressant.
Donc, bienvenue dans l'histoire de succès. On Merci va parler beaucoup. de ta longue vie. Parce qu'en fait, t'es tout jeune. T'as quoi? T'as 23. 23 ans. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Sur Mademoiselle, on t'a connu quand t'étais quand tu démarrais, quoi, vraiment. Ouais. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans? À quoi je ressemblais physiquement comme un jeune de 7-8 ans, mais en termes de projet. Mais c'est drôle parce que je suis retombé il y a quelques jours. Je pense que c'est quand j'avais 7-8 ans, peut-être un peu plus, peut-être plus des 10 ans. Je suis retombé sur des vidéos de moi que mon père m'a envoyé où mon frère m'enregistrait en train de tourner une sorte de JT. Oh ouais. Et donc c'est incroyable, je pourrais te le montrer après, mais vraiment c'est en mode donc mon frère qui filme ça, et donc moi je présente les actus, je fais aujourd'hui au programme du jour des faits divers et Carla Bruni Sarkozy qui a sorti et je suis retombé sur ces trucs là, donc c'était assez drôle de voir que, en tout cas par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est des éléments qui étaient déjà là avant. Je me souviens qu'on faisait ça, on avait un journal qu'on imprimait, qu'on faisait sur Word et qu'on imprimait, qu'on vendait dans la rue. Mon père, à cet âge-là, je pense que quand j'avais cet âge-là, lui était dans une radio au sein d'un hôpital, une radio associative, et il nous emmenait, je sais pas ce qu'on faisait vraiment, si on lançait des sons ou quoi pour la radio associative. Je pense pas qu'il y avait grand monde, je pense qu'il y avait personne même qui nous écoutait. Mais du coup, ça fait quelques temps que ce truc est là, et je pense que dès 7-8 ans, c'était ça. Et puis voilà, sinon j'étais quand même bon élève de ce que m'ont dit mes parents. J'ai quand même été assez bon élève, quoi. Donc, t'étais tout de suite dans le game. Faut croire, ouais. Et alors, qu'est-ce qui te donnait envie c'était qui à l'époque? C'était Poivre d'Arvor ou je sais pas quoi, non? Ouais, tu devais... David Pujadas, je pense que t'es déjà là à ce moment-là. Je pense que c'est... Alors, il y a un truc intéressant qui est sur le côté... dans le fait de faire des projets, parce que mon frère, c'est un peu pareil. Apparemment, selon ce que ma mère a dit, et après en avoir discuté avec des psys, etc., le fait qu'on ait très tôt, au sein de ma famille, que mes parents nous aient très tôt poussés à faire des jeux de société, nous aurait un peu donné envie comme ça d'entreprendre et de faire des choses. Nous, chaque mercredi, on allait à la ludothèque, donc pour ceux qui savent pas, la bibliothèque pour les jeux de société, et on prenait des jeux et on jouait en général très souvent en famille à des jeux de société où il y avait plein de choses, et logiquement les jeux de société t'entraîne à avoir cette sorte d'esprit d'initiative, de jeu et de mise en situation de la vie au final via des jeux de société. Et apparemment, voilà, selon des psys, c'est ce qui aurait pu expliquer que mon frère, très tôt, quand il était à peine au collège, il lançait sa propre boîte, alors qui était ridicule au début, mais il a lancé un site d'e-commerce, etc. Okay. dès la 3e. Et moi, pareil, dès la 3e, j'ai lancé un média citoyen où des jeunes pouvaient écrire, etc. Donc je pense pas que ce soit le seul élément qui explique ça, mais les jeux de société apparemment sont pas mal. Et tes parents faisaient quoi? Tu disais que ton père faisait... Mon père travaille dans la communication, mais pas dans le domaine que je suis aujourd'hui, ni dans de l'actualité, ni dans tout ça, donc ça c'est assez éloigné. Après, par contre, c'est évident qu'il avait un intérêt pour la radio, donc je parlais de cette radio associative dans un hôpital. Même la radio, alors je sais plus comment on appelle ça, les radios, tu peux capter d'autres personnes. Tu règles ton truc et tu peux parler avec des gens. Les CB? C'est peut-être ça le terme, j'ai plus le terme. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est ça. C'est possible. Et donc tu peux rentrer en contact avec des gens à l'autre bout du monde via une radio. Voilà, j'ai plus le terme, mais il faisait beaucoup de ça et nous on s'amusait beaucoup du coup à l'utiliser aussi. Donc ça pour dire que lui était très intéressé, je pense, par cet univers des médias. Peut-être qu'il nous a un peu transmis ça. Et du côté de ma mère, elle bosse dans les ressources humaines. Donc là, vraiment, je vois pas trop de rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, en tout cas, ça nous a mené ici. C'est ton grand frère? Ouais, c'est mon grand frère. En fait, mon grand frère a 3 ans de plus que moi. Et je pense que ça a aussi aidé à titre personnel parce que quand il était au collège, en 3e, il a commencé à lancer son site internet d'e-commerce. Moi, j'avais 3 ans de moins. Je suis arrivé 3 ans plus tard en 3e, moi aussi. Et ça me paraissait quasiment normal de lancer, pas forcément normal, mais en tout cas, ça me paraissait pas anormal de lancer quelque chose à cet âge-là. Et peut-être même qu'il y a une sorte de pression, même sans le vouloir, mon frère a fait un truc, tu le vois comme un modèle, tu te dis, moi aussi je peux le faire, il y a un esprit peut-être de compétition aussi, tu te dis, moi aussi je vais lancer un truc. Et c'était pas dans le même domaine, parce que moi, très tôt, ça a été du coup dans ce domaine des médias et du journalisme. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un grand frère qui, avec 3 ans devant toi, fait des choses, ça te donne un chemin, et clairement ça a pu m'orienter. Il y a une forme d'émulation, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais saine, oui, totalement. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui dans notre relation, on a même une relation évidemment de frères, ça, de proximité en tant que frère, mais aussi beaucoup de
Enfin, quand on parle, la majeure partie de notre temps, là, il est à l'étranger, il vit à l'étranger aujourd'hui, mais quand on parle du coup par Facebook ou autre, on parle beaucoup de projets. Lui, je suis à fond ce que je fais aujourd'hui, etc. Et donc, on parle beaucoup de projets, d'idées, de choses qui pourraient être lancées. Et c'est drôle parce que c'est pas forcément une relation normale. Encore une fois, il n'y a pas forcément de normes là-dedans, mais de choses habituelles qu'on a entre frères. Et nous, la majeure partie de nos discussions, y compris quand on se voit à Noël ou autre, c'est ce genre de choses, quoi. Et lui, il est entrepreneur aujourd'hui? Et lui, il est pas entrepreneur aujourd'hui, quoique il reprend. Justement, il a eu cette phase où il a réussi. En fait, il était très mauvais à l'école, mais il avait ce projet d'e-commerce qui avait des liens avec la Chine, etc. Et du coup, suite à ça, il est rentré dans une bonne école de commerce à l'étranger, et il est rentré dans un chemin professionnel, on va dire, assez classique après avoir fait une école de commerce, avant de reboucler et au final de rejoindre plus l'entrepreneuriat dans lequel il est aujourd'hui, quoi. Donc, ok. voilà. Et toi, c'est fou parce que donc j'étais pas au courant de cette histoire que tu avais lancé un média citoyen en 3e. Ouais. Comment ça vient de... En vrai, je pense que ça a beaucoup aidé le lancement de Hugo Décrypte quand je suis arrivé du coup à 18 ans, parce que ce que c'est que j'ai lancé ça à la fin de la 3e et c'était un média citoyen. Donc pourquoi est-ce que j'appelle ça un média citoyen? C'est un site internet où des jeunes pouvaient écrire et être publiés sur le site. Et donc nous, on avait une procédure de candidature pour sélectionner un peu les gens qui allaient écrire sur le site, mais après on avait vraiment des lycéens, des étudiants ou autres qui venaient écrire dessus. Ça s'appelait comment? Ça s'appait Radio Londres. Et c'était aussi sur Twitter. Ouais, c'était aussi sur Twitter et on faisait d'autres choses pendant les soirs d'élection, en annonçant les résultats avant 20h et tout. Mais c'était aussi un site internet. Et là où je dis que Radio Londres a mené à Hugo Décrypte, c'est que quand j'ai commencé mes études et que je suis arrivé à Sciences Po après le lycée, j'ai réalisé que on produisait un contenu déjà qui était pas tant lu que ça. On avait une petite audience, mais c'était quand même très léger. Mais surtout, on produisait un contenu qui était assez vieillot en termes de format, à savoir un format d'article sur un site internet, certes qu'on relayait via les réseaux sociaux, mais ça s'arrêtait là. Et donc, il y a eu un truc où je me dis, mais on était en 2015 à ce moment-là, et je me suis dit, mais attends, mon objectif, ce que je répétais même, c'était un site par les jeunes pour les jeunes. Et là, le côté par les jeunes, ok, on l'avait, mais le côté pour les jeunes, bon, à moins d'être, enfin, je le sentais pas, je le voyais pas. Et donc, mais en 2015, il y avait pas enfin, tu vois, il y avait pas Instagram. Bah etc. si, justement. Enfin, Instagram était encore dans cette phase, je pense encore c'est une plateforme de photos avant tout, et ça reste ça. Mais YouTube, typiquement YouTube, il y avait des YouTubeurs en histoire, en sciences, il y avait des Cyrus North, des gars vulgarisateurs, quoi. Voilà, ouais. des gars que moi je connaissais pas, mais qui aujourd'hui sont des très bons potes, Cyrus par exemple, et donc moi j'ai commencé mes études, je me suis dit bon, déjà je vais avoir du temps en parallèle à mes études, je vais pouvoir lancer quelque chose. Si je reprends mon objectif qui est de parler aux jeunes, en réalité, est-ce que Radio Londres c'était la meilleure idée? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et je me suis retrouvé à être invité à ce qui était appelé la Video City en 2015. Je crois que ça existait encore en 2016, qui était cette sorte de gros rassemblement où plein de youtubeurs étaient invités, machin, et t'avais des youtubeurs donc dans tous les domaines. Et j'étais invité à ce truc-là, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais j'y suis allé pour voir, parce que moi je connaissais les grands youtubeurs, mais pas forcément cette diversité-là. Et justement, en allant à la Video City, j'ai fait waouh, ok. Donc en fait, t'as pas juste Squeezie, Norman, Cyprien, machin. T'as un youtubeur sur la philo, t'as un youtubeur sur l'histoire, sur la science, t'as Dr Nozman et tout. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il y a rien sur l'actualité? Et est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, à se dire, on reprend les codes de YouTube, on fait du YouTube, mais sur de l'actu, et en fait avec cette même approche de vulgarisation. Et donc c'est comme ça que la chaîne est née, et que après elle s'est lancée, quoi. Mais on est bien d'accord que de lancer un site collaboratif quand tu es en 3e, c'est quand même beaucoup plus simple de le faire à l'écrit, de recevoir les écrits des gens, etc., que de se foutre face à la caméra, parce que ça n'a strictement rien à voir. Et moi je me souviens que donc j'ai ma première vidéo, quand je l'ai tournée, après l'avoir tournée, j'ai longuement hésité avant de la publier. C'est-à-dire que il y avait un truc bizarre où le tournage allait, je me suis dit vas-y, je vais la tourner, on verra. Sauf qu'on dit on verra jusqu'au moment où là la vidéo est prête, elle est sur la chaîne, et je me dis bon bah là est-ce que je publie? Et en fait il y avait un stress assez multiple de ok, s'afficher à l'écran et de mettre sa tête à l'écran, c'est quand même quelque chose qu'on doit oser faire et qui est pas évident. Il y avait aussi le risque de ok, mais je lance une chaîne YouTube, donc quoi, je vais être youtubeur, et il y a un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que aujourd'hui je pense que ça s'est vraiment normalisé, mais à l'époque, bah justement YouTube c'était
Si t'es youtubeur, tu fais de l'humour ou du jeu vidéo éventuellement, mais tu fais pas autre chose, tu vois. Et du coup, moi, il y avait un peu cette pression-là de me dire, même par rapport à Sciences Po, par rapport aux étudiants, par rapport à, pas à mes amis, parce que je savais qu'ils allaient me soutenir, mais plus, d'un point de vue plus général. Ouais, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que c'est pas en contradiction totale avec les études que je suis en train de faire et comment est-ce que ça peut aller? Et au final, ça a été, quoi. Est-ce que t'avais la sensation que ça pouvait ne pas passer pour sérieux, c'est ça? Ouais, en fait, je savais pas dans quoi vraiment je m'embarquais, quoi. C'est-à-dire qu'on avait, et en même temps, je sentais qu'il y avait un truc qui était possible, tu vois. Je me disais, en fait, dans ma tête, je me disais, je vois pas pourquoi, peut-être que c'était de la naïveté, mais je me disais, je vois pas pourquoi est-ce que ça marcherait pas ou pourquoi est-ce qu'il y aurait pas un truc comme ça qui fonctionnerait. Parce que c'était juste du purement, de la logique vraiment très rationnelle. Alors, il y avait une envie, évidemment, et une passion pour les médias, mais il y avait aussi un côté très rationnel du truc de me dire, mais attends, on est YouTube. Enfin, où sont les jeunes? Moi, je vais parler, je vais essayer d'informer les jeunes. Les jeunes sont sur YouTube. YouTube, il y a quoi? Il y a des contenus pas sérieux, ok, divertissement, machin, très cool, mais il y a aussi du contenu sérieux. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas du contenu sérieux, d'actualité, alors que les jeunes sont moins sur, déjà moins sur Facebook aujourd'hui, mais aussi moins sur les médias plus traditionnels. Et voilà, à partir de là, je me disais, bon, j'avais suffisamment confiance dans cette logique-là pour me dire, en vrai, il y a un truc, et puis on verra. Après, je pensais pas que ça allait arriver jusqu'ici. Même si, évidemment, jamais je soupçonne que ça puisse aller jusqu'ici, mais je pense que toujours dans un coin de ta tête, tu te dis, bah, en vrai, on sait jamais, tu vois. Et clairement, moi, je pensais pas arriver jusqu'ici, mais je suis sûr qu'au plus profond de moi, il y a un truc de, bah, en vrai, je sais pas, tu vois. Il y a d'autres youtubeurs qui y arrivent. Alors, pas 1 million d'abonnés, mais je me disais, bon, bah, s'il y a un youtubeur sur la philo qui a ne serait-ce qu'à 100 000 ou 150 000 abonnés à l'époque, bah, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas un youtubeur sur l'actualité qui arrive à parler à des gens d'actualité sur YouTube, quoi. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que de ce fait-là, t'es passé un peu de peut-être rédac chef ou créateur de médias, tu vois, à devenir une tête. Alors qu'avant, je pense que dans Radio Londres, bah, ça s'appelait pas Hugo Décrypte, en fait. Tu vois, tu l'avais vraiment appelé Radio Londres. Tu racontais là tout à l'heure que c'était difficile de te lancer comme ça. Ça faisait aussi partie de tes réticences, tu penses, à te mettre en avant? À me mettre en avant, il y a incarné, tu veux dire, le truc. Parce qu'aujourd'hui, tu peux plus, enfin, t'es obligé, tu vois, en fait, d'être Hugo Décrypte. Ouais, totalement. Tu peux plus avoir Hugo Décrypte avec quelqu'un d'autre à ta place. Totalement. Je pense qu'il y a eu une part de moi qui s'est dit, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Peut-être d'ailleurs que c'est faux comme constat, mais en fait, je me suis dit, ce qui marche sur YouTube, c'est quand même cette dimension assez incarnée de l'actu. Et au-delà de ça, quand j'ai eu cette hésitation, même sur le nom de la chaîne, entre me dire, est-ce que je l'appelle Hugo Décrypte ou est-ce que je l'appelle Radio Londres, ça, je me souviens très bien avoir fait cette réflexion. Il m'a dit, en fait, si je l'appelle Radio Londres, ça va apparaître comme même si c'est sur YouTube et que c'est moi qui l'incarne, etc., ça va apparaître comme un média et même pas un média, comme une institution, un truc où tu sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ce qui est d'ailleurs, je pense, un problème assez important avec, quand on dit Le Monde ou le journal de 20h, on a du mal à voir concrètement ce qu'il y a derrière le journal de 20h. Et d'ailleurs, quand on a fait un reportage dans les coulisses du journal de 20h, on avait plein de commentaires sous notre reportage, des gens qui disaient, mais quoi, mais je savais pas qu'il y avait autant de journalistes, machin. Et typiquement, le fait d'appeler ça Radio Londres plutôt que Hugo Décrypte, potentiellement, ça aurait pu entraîner ce truc de mais c'est quoi Radio Londres? Il y a quoi derrière? C'est qui le gars qui parle? C'est lui, ça? Et donc, au moins, Hugo Décrypte, il y avait ce côté, bah oui, c'est Hugo, c'est moi, et je commence mes vidéos par salut, c'est Hugo, et donc c'est moi qui parle, et au moins c'est plus clair et peut-être plus transparent, ou en tout cas t'as pas cette confusion potentielle, quoi. Donc tu fais quoi comme bac ES? J'ai fait un bac ES, ouais, avec option internationale. Enfin, mon père est britannique, et du coup j'ai passé une option internationale du bac, enfin, bref, qui était utile après pour des reportages à l'étranger, mais avec voilà. Une volonté de faire Sciences Po quand tu passes le bac? Quand je passe le bac, ouais. Okay. En fait, surtout parce que je suis rentré directement après le bac à Sciences Po, mais même avant, dès le lycée, c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc où Sciences Po, moi, je le voyais comme quelque chose où je me disais, je suis pas sûr de ce que je veux faire aujourd'hui. Il y a des domaines qui m'intéressent, la politique m'intéresse, l'actualité m'intéresse, plusieurs matières, l'histoire, la sociologie, un peu du droit, machin. J'ai pas envie de choisir tout de suite. Et donc, l'avantage que je voyais avec Sciences Po, c'était je vais pouvoir faire ces études et je vais en parallèle aussi avoir du temps. C'est aussi l'avantage, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il y a 5 ans, c'était comme ça, avoir du temps pour développer des projets à côté. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait et effectivement, c'était le cas. Et si jamais j'avais pas eu Sciences Po, je pense que je serais parti j'étais accepté à McGill au Canada, okay. Donc qui est à Montréal, qui était potentiellement une alternative parce que c'est le même genre de choses. Mais oui, du coup, c'était un bon compromis pour moi. On est bien d'accord que tu es rentré
tout de suite dans une branche assez spécifique de Sciences Po, c'est ça? En fait, j'ai fait 2 ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 ans de collège universitaire, qui est là la branche très générale de Sciences Po, que tout le monde est obligé de faire. Après, j'ai fait une année à l'étranger, que là aussi tout le monde est obligé de faire. Et quand je suis rentré en master communication, médias et industrie créative, qui du coup un des masters qui moi me paraissait le plus pertinent par rapport à ce que je voulais faire, parce que il y avait des cours sur les médias, une petite dimension entrepreneuriale, des cours de communication, de marketing et tout. Et donc j'ai un peu pioché dans ces cours-là, ce qui m'intéressait pour mes projets. Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Et pendant ce temps-là, tu es en train de développer ta chaîne. Ouais, et puis progressivement d'ailleurs, au fil des 5 années d'études, le temps que me prenait ma chaîne est devenu grandissant. Au début, je faisais une vidéo par semaine, mais bon, une vidéo par semaine que je ne montais pas, je bossais avec Clément. Alors Clément Lano, qui aujourd'hui est devenu un des journalistes de terrain les plus... parce qu'il est... toujours sur le terrain avec Rémi Bizine et ce genre de journalistes, vous le voyez peut-être sur Twitter. Et on avait lancé on avait lancé la chaîne ensemble, et donc lui faisait le tournage et le montage, et moi je faisais l'écriture et l'incarnation des vidéos. Et progressivement en fait, aux alentours de 2016-2017, la chaîne a commencé à grandir. Doc7, qui est un youtubeur qui a, je crois, quasiment 2 millions d'abonnés, m'a laissé présenter ma chaîne en intro de l'une de ses vidéos. Ça c'est cool. C'est un truc qui se faisait énormément. Je pense à l'époque d'Antoine Daniel. Antoine a aidé énormément de youtubeurs, notamment peut-être Cyrus, je sais pas, mais je pense qu'il a vraiment il faisait toutes les semaines un truc où il incitait, et ça a disparu. Ouais, c'est Plus assez. Personne fait ça aujourd'hui sur YouTube. Il y a un peu ce truc de. Ça se fait peut-être moins, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai que lui en l'occurrence, Doc7 m'a vraiment aidé, et je suis passé de 15 000 à je crois 60 000 abonnés en quelques semaines, donc ce qui aide beaucoup quand tu te lances sur YouTube. Ça fait la différence en fait, hein. Ouais. C'est ça, c'est ce qui te permet de te lancer. Moi c'était juste avant la présidentielle, donc ça me permet de venir, enfin d'aborder la présidentielle avec une audience qui était 70 000 abonnés. Aujourd'hui on pourrait se dire c'est peut-être pas beaucoup pour une chaîne YouTube, mais c'est quand même cool, et du coup voilà, ça a grandi à partir de là, et donc ce que je disais, c'est que progressivement au fil des années de mes années d'études, ce projet a commencé à prendre de plus en plus de place, jusqu'à notamment la présidentielle du coup 2017, 2 ans après le lancement de ma chaîne, où déjà là ça devenait un peu délicat, parce que je me souviens de la semaine de la semaine de l'élection, donc le mois de mai ou avril-mai, où j'avais fait des reportages au sein de 2 ou 3 meetings en une semaine. Et en fait, je n'étais quasiment pas allé en cours, parce que je faisais un meeting. Après, dans le train, je montais le reportage. Je faisais un autre meeting le lendemain. Et je faisais tout seul, en l'occurrence, parce que j'avais pas d'équipe. Et du coup, je tournais, je vloguais moi-même lors des reportages. J'allais tout seul faire les trucs. Et là, ça devenait un peu délicat. Et pareil, c'est posé logiquement la question de... Quand j'arrive en master, déjà, est-ce que je fais un master? Si j'arrive au master, est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je fais la stratégie que certains ont prise de se dire... je fais ce master en 2 ans, enfin en 3 ans, où j'étale un peu mon master, ou alors je garde le rythme actuel et au moins je finis le plus vite possible. J'ai décidé de finir le plus vite possible, donc sans faire de césure, sans allonger mon master. Et là, du coup, je suis à temps plein, et c'est bien comme ça. T'avais profité de la période de stage pour faire le stage dans ta propre boîte, non? Ouais, c'est ça. Il y a eu un peu, ouais. Et c'est ce qui d'ailleurs est possible à Sciences Po, donc ça n'a pas été un traitement de faveur ou quoi, mais typiquement, la 3e année à l'étranger, soit t'allais en stage, soit t'allais en stage à l'étranger, soit t'allais dans une université à l'étranger, soit tu développais un projet personnel. Et un projet personnel, ça peut être plein de choses différentes. Et dans mon cas, j'ai pitché à Sciences Po, j'aurais dit, moi, j'ai un projet potentiel qui est de faire un tour du monde et de faire des reportages pendant 1 an sur des acteurs de changement partout dans le monde. Et en l'occurrence, Sciences Po m'a autorisé. Mais la raison pour laquelle ils m'ont autorisé, c'est qu'ils voyaient que la chaîne était là, donc j'allais pas faire n'importe quoi, parce que j'allais annoncer sur ma chaîne que je faisais des reportages et tout. Et j'ai la chance d'avoir à ce moment-là de travailler avec LCI, qui m'a fait totalement confiance là-dessus et qui m'a dit, OK, j'ai déjà bossé avec eux pendant la présidentielle. Et ils m'ont dit, on te fait confiance sur ça. Tu fais un reportage par semaine, tu le mets sur ta chaîne et on le met aussi à l'antenne. Et donc, ça te permet, toi, de financer ton tour du monde, quoi. Et du coup, ça m'a permis d'être
non seulement faire ces reportages, ce que j'ai adoré faire, et bon, logiquement, voilà, c'est bien normal. Et ça m'a permis aussi d'être à temps plein sur ma chaîne. Ça n'aurait pas été le cas, mais j'avais été en stage ou à l'université, quoi. Donc super. Et après en master, fallait faire un stage effectivement lors d'un semestre. Et donc là, j'ai pu le faire sur ma chaîne aussi. Comment tu te retrouves chez LCI pendant la présidentielle comme ça? C'est ouf en fait qu'ils se soient dit tiens, on va faire plaisir, on va faire confiance, pardon. Plaisir aussi. Mais... Non, c'est drôle comme période parce qu'on est au mois de février 2017, je pense, janvier-février. On est sur typiquement, mais comme à chaque élection, c'est quelles sont les nouvelles pratiques en matière de journalisme à l'approche de la présidentielle, le renouveau de la communication, des candidats, machin. Et je pense que du coup, beaucoup de chaînes d'infos se tournent vers ces nouveaux modèles. Et j'ai été approché par, je pense, ou quasiment toutes les chaînes d'infos à l'époque. Okay. J'avais peut-être environ, je pense, je vais avoir 100 000 abonnés à l'époque, mais ils se disaient ça va être intéressant de bosser avec un youtubeur, d'avoir une dimension jeune, que ce soit pour des contenus à l'antenne, donc sur LCI en l'occurrence, ou alors sur les réseaux sociaux avec eux. Moi, ce qui était important pour moi déjà à l'époque, c'était de me dire, s'il y a une collaboration qui est possible, il faut que ce soit une collaboration qui ne me prenne pas un temps excessif, si bien que, j'ai pas envie de remplacer ma chaîne par un travail dans une chaîne d'info, donc il fallait que j'ai encore du temps sur ma chaîne et que ce contenu-là qui est produit puisse être aussi disponible pour ceux qui me suivent sur YouTube. Et donc LCI a été très cool là-dessus parce que vraiment ils m'ont dit pendant la présidentielle, tu vas faire des vidéos de décryptage comme tu as l'habitude de faire sur les programmes des candidats, sur tout ça, et tu les diffuseras sur ta chaîne et à l'antenne. Et de toute façon, l'un va pas manger l'autre niveau audience parce que c'est pas la même cible. Et nous, on t'invite aussi sur le plateau régulièrement, machin. Et donc pour moi, c'était une petite source de financement. Et donc c'était bien de ce point de vue-là parce qu'ils m'ont vraiment donné une confiance là-dessus. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que je suis pas certain. C'est beaucoup plus délicat pour moi aujourd'hui de travailler avec une chaîne d'info pour 2 raisons. Première raison parce que j'ai aujourd'hui une audience qui est sur ma chaîne qui est telle que j'en ai moins l'utilité, moins le besoin. Donc ça, c'est une chance. Je peux me dire, non, mais en fait, pas d'intérêt à bosser avec un média. Ouais, dans quelque sorte, c'est bon, je fais mon truc et trop bien. J'ai la liberté sur ma chaîne de faire mes reportages, mes trucs. Mais aussi, ça dépend des médias et ça dépend aussi des opportunités et de la façon dont ça pourrait se faire. Mais je pense qu'entre-temps, là, ces dernières années, ces 3 dernières années, disons, la défiance vis-à-vis des chaînes d'infos, c'est quand même accentué. Moi, je le vois dans les commentaires sous mes vidéos et les choix éditoriaux de certaines chaînes d'infos, pas toutes. Il y en a qui font vraiment un très bon travail, je pense, globalement. Après, on peut critiquer le modèle des chaînes d'information qui peut être un problème à part entière, mais par rapport à ce modèle, certains s'en sortent bien, d'autres moins bien, ont quand même une ligne éditoriale, je pense, qui est plus critiquable. Et du coup, l'image des chaînes d'infos a aussi été ternie. Donc aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus délicat de bosser avec une chaîne d'infos. Ce qui veut pas dire que c'est impossible. Je suis sûr qu'il y aurait des choses à imaginer, mais de mon côté, je réfléchirais beaucoup avant de prendre une décision de ce type-là. Il faudrait que le projet soit vraiment intéressant, même pour ceux qui me suivent sur YouTube. Ça veut dire que de ton côté, tu as gagné la confiance des jeunes, là où les médias plus traditionnels se sont pété le nez, quoi. Ouais, c'est possible. C'est effectivement aujourd'hui des jeunes qui me suivent. J'ai pas gagné la confiance de tous les jeunes. Ça reste évidemment. Et puis les jeunes, c'est évidemment une université où on a plein de réalités différentes. Là où ça me fait plaisir, c'est que je vois qu'au lancement de ma chaîne, logiquement, c'était mon cercle proche qui suivait la chaîne. Et donc, c'était beaucoup de gens, soit qui étaient à Sciences Po, des amis étudiants ou autres, ensuite des gens qui voulaient peut-être tenter Sciences Po. Et donc, c'était vraiment ce cercle de gens, je pense déjà qui s'informaient, qui étaient déjà dans ces éléments-là, qui veulent faire quelque chose dans le journalisme ou dans la politique. Et donc, c'était une audience qui, je pense, suivait la chaîne au départ. Là où je suis assez reconnaissant et content de l'avancée qu'on a fait aujourd'hui, c'est que je le vois dans les commentaires, je le vois dans les retours qu'on a au quotidien. On a beaucoup de gens qui suivent la chaîne et qui ne s'informent pas autrement. Alors, ce qui est pas bien, faut varier les sources, mais dans mon cas précis, ça veut dire que j'ai réussi à rattacher ou attacher des gens à l'actualité et faire en sorte qu'ils suivent au quotidien. Et ça, les retours que j'ai chaque jour de jeunes qui disent, je m'informais pas ou je trouvais ça chiant, et je me disais, et des jeunes qui me disaient, mais je voyais aucun intérêt à m'informer ou juste je me sentais pas forcément capable de rentrer dans ce milieu-là et de m'y intéresser. Maintenant, c'est pas le cas. Ça, c'est ce qui est ultra encourageant, quoi. Tu parles de ta chaîne, mais tu as aussi développé énormément de formats, et notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Ça revient d'une réflexion dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça, de dire ok, aujourd'hui les jeunes ils sont sur Insta, comment je vais le faire, de pas simplement relayer tes contenus de chaîne, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que la réflexion que j'ai eue sur YouTube de me dire
Bon, est-ce que les jeunes sont sur Facebook alors que tous les médias allaient sur Facebook et même Brut d'ailleurs s'est lancé sur Facebook à ce moment-là? Je me disais bah non, ils sont plus sur YouTube. Donc on va aller sur YouTube et la réflexion a été la même pour dans le cas d'Instagram et de TikTok même aujourd'hui. Instagram, je me suis dit bon bah aujourd'hui ok, il y a vraiment aucun média dessus ou quasiment aucun média, ou alors ils postent que des photos et littéralement rien d'autre. Or ça reste une plateforme où on a de la vidéo, où on a un format de diaporama qui était déjà possible à l'époque, et donc il y a sûrement autre chose à faire. Et la plateforme, moi je vois chaque réseau social comme une sorte de terrain de jeu où on te donne des règles, on donne des règles dans le sens des outils. Et tu prends ces outils et t'en fais ce que tu veux. Et donc oui, ok, peut-être que Instagram va beaucoup communiquer sur le côté Instagram, c'est pour partager tes vacances ou tes soirées avec tes amis. Mais au fond, c'est quoi? C'est des outils. Et une story, ça peut être un outil de sondage comme on le fait aujourd'hui, un format diaporama d'image. Oui, mais sur ce diaporama, tu peux tout à fait mettre comme image des textes ou texte et images. Et donc, tu peux tout à fait faire autre chose. Et donc, typiquement, on s'est dit, bon, Instagram, ça peut être une plateforme d'info. Et ça peut être un format quotidien d'actualité. Le raisonnement qu'on s'était dit, c'est YouTube, c'est une vidéo des 5 actus de la semaine qu'on faisait chaque semaine. C'est en plus d'autres vidéos de décryptage sur des sujets. Et pour le débrief quotidien d'actualité, ce sera sur Instagram, avec chaque jour un petit débrief d'actu qui se lit en moins d'1 minute, avec des petits textes et des petites images. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que sur YouTube aussi, maintenant, on fait un format quotidien. Donc c'est un peu différent. Mais à l'époque, c'était ça la réflexion. Et TikTok, c'est un peu la même chose. TikTok, je me suis dit, bon, ça fait probablement depuis janvier maintenant qu'on s'y met sérieusement. Ça fait peut-être plus d'1 an que je me dis, il faut vraiment faire un truc. Ça fait depuis janvier que je me dis, bon, là faut qu'on s'y mette et qu'on teste des choses. Et TikTok, c'était la même chose. Je me suis dit, bon, certes, aujourd'hui, c'est beaucoup de musique, beaucoup de tout ça. Et au-delà de ça, l'algorithme, j'ai l'impression qu'il pousse beaucoup de ça. En tout cas, en janvier, c'était le cas. Mais bon, ça reste une plateforme de vidéo en moins d'1 minute. Qu'est-ce qu'on peut faire en vidéo en moins d'1 minute en matière d'actu? Et donc, on a fait des formats sur TikTok. Et aujourd'hui, on a plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Et potentiellement, demain, on aura plus d'abonnés sur TikTok que sur Insta ou sur autre chose, quoi. Et la plateforme va aussi changer, ajouter des outils et tout. Donc, encore une fois, c'est pour moi, chaque réseau social, c'est un outil. Elle présente des outils et on prend ces outils pour faire ce qu'on veut faire en matière de contenu. T'as pas peur de vieillir quelque part? Parce qu'en fait, je me dis que si tu t'es mis à TikTok que en janvier, tu vois, c'est que TikTok existait déjà depuis 2-3 ans. Enfin, même avant, il y avait Musical.ly, etc. T'as pas cette trouille-là, toi? Parce qu'il y a un moment donné où tu vas perdre de l'intérêt personnel pour les plateformes. Est-ce que t'es consommateur de TikTok? Ouais. Aujourd'hui, et c'est vicieux TikTok. C'est une addiction effrayante. Donc ouais, je suis consommateur de TikTok malgré moi, j'ai envie de dire. Ouais. c'est assez effrayant. Mais ça pose une question effectivement sur je pense que t'as eu forcément dans ta carrière les mêmes réflexions sur la façon dont l'audience grandit. Est-ce que toi tu grandis avec? Est-ce que tu cherches un renouvellement? Et je pense qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très dur à évaluer aujourd'hui. Je pense que j'ai encore une marge dans le sens où je suis relativement jeune. J'ai quand même une marge de ce point de vue-là. Quand on est sur TikTok, ça fait plaisir de voir qu'on est suivi par des collégiens, beaucoup. Je vois dans les messages qui disent ouais, j'adore ce que tu fais, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, et je dis ok, c'est vraiment pas la même audience que sur YouTube qui aujourd'hui est plus âgée. C'est aussi pas le même contenu parce qu'on adapte un peu le contenu, on va plus privilégier les contenus, on va parler des grands sujets d'actu politique, mais on privilégie aussi des contenus culturels, divertissement ou autres. Mais c'est une vraie question et j'ai pas la réponse honnêtement. Faut que tu trouves le Hugo qui est en 3e, tu vois, le petit Hugo. Franchement ouais, ça pourrait être un truc. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Et puis on a aussi, moi je vois aussi que des youtubeurs, certes on a un renouvellement dans le divertissement, on va avoir un Michou ou des youtubeurs comme ça qui émergent, mais on a aussi d'autres youtubeurs qui restent là. Donc, mais est-ce que ces youtubeurs là, leur tranche d'âge aussi a grandi avec eux? Moi je sais pas. Je crois hein. Ouais, c'est possible. Si c'est possible. Bah rendez-vous on verra. J'ai pas la réponse malheureusement, donc faut que je m'y penche. Le truc c'est que je pense que t'as un vrai truc, c'est que tu vieillis beaucoup plus vite entre tes 24 et tes 29 ans, tu vois, que entre tes 18 et tes 23, par exemple. Enfin, tu vieillis dans le sens où tu perds le contact bien sûr. avec les jeunes, quoi, tout simplement. Ouais. Et si demain TikTok, là, j'ai l'impression qu'on s'en sort parce qu'on est
Enfin, j'ai fait un petit benchmark état des lieux des médias. Je crois qu'on est le premier média sur TikTok en ce moment en France. Je crois qu'on est à Combini, on est juste à côté en termes de nombre d'abonnés. Donc sur TikTok, ça va, on est bien. Mais si demain il y a une autre plateforme et qu'on est à la ramasse, peut-être qu'il y aurait quelque chose sur... Mais ouais, c'est une vraie question. Comment on va s'adapter c'est un vrai challenge en fait. C'est trop cool de te dire que en fait t'as deux solutions. Je pense soit tu vieillis avec ton public. Ouais. Et en fait, les jeunes deviendront de moins en moins jeunes. Soit tu te dis, non, en fait, ma cible, moi, c'est les 15-20 ans ou les 12, tu peux même faire 12-18, quoi. Tu vas te dire, tu les amènes jusqu'à la majorité, quoi. Et puis, on parle beaucoup des jeunes depuis le début. Moi, dans mon cas, je pense surtout à YouTube. Je suis assez marqué de voir que, ok, c'est peut-être les jeunes qui sont les plus actifs dans les commentaires, dans les partages, dans les machins. Mais je suis aussi assez marqué de voir que, même dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent mais moi j'ai 50 ans et je suis la chaîne et je suis chaque jour, ou mon fils m'a fait découvrir et maintenant on regarde ensemble. C'est quand même une part assez importante, et le problème c'est que les stats de YouTube sont c'est dur de savoir si elles sont fiables, qui regardent, parce que en général tu t'inscris sur YouTube peut-être à 14 ans en mettant que tu as 18 ans pour accéder à tous les contenus, donc ça fait un décalage dans les tranches d'âge. Ou alors c'est sur le compte de tes parents. Ou alors c'est sur le compte de tes parents. Donc c'est là-dessus j'ai pas forcément tous les éléments sur qui me regarde vraiment sur YouTube, mais je suis assez étonné de voir que c'est beaucoup plus large aujourd'hui que juste les jeunes. Et même quand c'est les jeunes, il y a des lycéens comme il y a des gens qui ont la trentaine, et tant mieux. Et ça a été aussi, moi, ma priorité, c'était les jeunes, parce que je voyais le besoin le plus urgent ici. Mais en réalité, ce besoin de vulgariser l'actualité, de le rendre accessible, je pense qu'il peut être partagé par énormément de gens, si ce n'est même tout le monde en soi, tous ceux qui sont pas experts en tout cas sur ces sujets. C'est juste que t'as a priori aussi un angle jeune, quoi. Tu vois, je t'ai vu poster un tweet sur la santé mentale des jeunes, tu vois. Là, typiquement, tu vas t'adresser à eux, et je pense que, au contraire, c'est trop bien que tu fasses ça, parce que, a priori, les autres médias vont peut-être moins le faire systématiquement, quoi. Ça, c'est évident qu'en matière de choix de sujet, on prend si là, je prends ce qui va être au journal de 20h ce soir, et nous, ce qu'on va mettre dans notre vidéo ce soir, il y aura évidemment des éléments en commun qui sont essentiels, mais sur les éléments divergents, il y aura des choses différentes. Voilà, et c'est aussi que le journal de 20h aujourd'hui a une volonté de renouvellement, mais a aussi une audience qui est assez âgée, et il parle à cette audience-là. Dans mon cas, j'ai une audience qui est souvent lycéenne, qui est étudiante, ou alors qui rentre dans la vie active, qui est parfois, comme on l'a dit, aussi plus âgée, mais il y a aussi quand même beaucoup de jeunes. Et du coup, il faut parler de santé mentale, comme on disait là, il faut parler de ce genre de sujet. Il faut aussi parfois être à l'écoute et voir que typiquement dans le cas de la situation des Ouïghours en Chine, nous on en parle depuis longtemps sur la chaîne. Mais depuis peut-être 1 an maintenant, c'est très présent auprès des jeunes, et c'est un sujet où régulièrement je reçois des messages de jeunes qui disent faut que tu parles des Ouïghours. Je sais pas si t'en as déjà parlé, mais il faudrait que t'en parles. Et même d'ailleurs dans l'interview d'Emmanuel Macron chez Brut, c'était spammé. Ouais. Je me demandais si c'était pas des trolls en fait qui venaient. Non, parce qu'ils mettaient vraiment... juste Ouïghours. En fait, tu vois, c'est pas des questions, c'était juste Ouïghours. Ouais, effectivement, c'est spammé dans les commentaires. Parler des Ouïghours. Et non, moi ça montre bien un truc qui en l'occurrence me fait très plaisir, et je le vois aussi dans les stats qu'on a sur la chaîne, sur les sujets qui intéressent plus ou moins notre audience. Les sujets internationaux intéressent beaucoup, et y compris les sujets internationaux qui ne concernent pas la France, et parce que, alors je sais pas, est-ce que je pense que il y a en tout cas chez ceux qui me suivent assez souvent ce truc entre un sujet léger dans le sens vraiment pas très intéressant ou pas crucial et qui me concerne pas en France, et un sujet international d'une grande ampleur qui a un impact sur des millions de gens. Le sujet international est peut-être plus intriguant, plus impressionnant, et donc j'ai envie d'aller dessus. Ça peut paraître assez contradictoire. C'est toute cette loi la loi du mort kilomètre, qui est un truc qui est parfois dit dans les écoles de journalisme, qui est que le chien qui est mort en bas de chez toi va intéresser plus que une famine à l'autre bout du monde. Je suis pas sûr que ce soit toujours le cas, et évidemment dès qu'il y a un sujet qui concerne directement les jeunes, ou je sais pas, la fermeture des classes, ou une histoire de cours en ligne, ou même d'ailleurs un sujet un peu plus de divertissement lié à une personnalité qui plaît aux jeunes, un youtubeur ou autre, oui, ça va faire cliquer. Mais le sujet international est quand même quelque chose d'important, et les Ouïghours, je pense, en est le meilleur exemple, et tant mieux, parce que c'est des sujets qu'il faut traiter et qui me paraissent essentiels. Comment tu gères un peu la contradiction qu'il peut y avoir entre l'intérêt des jeunes pour un sujet comme les Ouïghours et le fait qu'ils continuent à consommer, je pense, et tu vois qu'ils envoient des messages sur leur iPhone, etc. Toi, tu fais en sorte de rester le plus neutre possible dans ton approche de tout ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi peut-être, tu vois, un décryptage à amener, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense déjà que c'est quelque chose de très humain, c'est d'avoir des contradictions. Et c'est souvent, quand on pousse à l'extrême, on a ce truc où en fait aussi les engagements peuvent pas être parfaits. On a souvent ce truc où, enfin moi je vais passer des trucs comme ça sur Twitter où tu vas avoir un anarchiste qui va tweeter un truc en disant regardez ce qui se passe, c'est un scandale. Regardez ce que fait Apple, c'est un scandale. Et quelqu'un va répondre mais tu tweets depuis un iPhone. Oui, mais bon, à un moment donné, enfin, voilà, si le gars a besoin d'un téléphone, bon, bah, il a acheté un iPhone et faut faire preuve, je pense, de pragmatisme là-dessus. Dans le cas des jeunes, c'est vrai que la question se pose parce qu'il y a eu sur les Ouïghours des révélations sur plein d'entreprises qui effectivement ont participé à l'exploitation des Ouïghours. Et donc, on voit une contradiction. Pareil sur l'environnement, on peut se dire super, tous les jeunes qui marchent pour le climat, mais en parallèle, moi j'ai vu ce truc complètement hallucinant à une marche pour le climat pour laquelle on avait fait un reportage où des jeunes du coup s'étaient mobilisés massivement. Et à la fin de cette marche pour le climat, il y avait un stand qui vendait des bouteilles d'eau en plastique comme ça, et t'avais une queue immense pour aller acheter de l'eau. Bon, tu me diras, s'ils ont soif, ils sont obligés de boire de l'eau. Mais il y avait évidemment un truc un peu étonnant de dire, bah prenez une gourde, enfin vous faites un truc. Mais ouais, c'est des contradictions que je pense sont dues aussi à différentes pressions. Il y a la volonté de se dire bah ouais, il y a cet intérêt pour l'environnement, il y a cet intérêt pour la cause des Ouïghours. Il y a aussi cette pression potentielle d'effet social, mais tout le monde a là le dernier iPhone ou a cette paire de Nike ou de machin. Bah si je l'ai pas ou machin, à quoi je vais ressembler, et tout ça quoi, et qui je pense se mêle. Mais je pense que ça vaut pour les jeunes, ça vaut pour tout le monde, hein, et personne n'est parfait, je le suis pas non plus, et faut essayer de vivre avec et faire en sorte de progresser collectivement quoi. Mais c'est un discours que tu portes toi sur tes médias, bah tu vois, un peu une forme de décryptage aussi, tu vois, ouais. Bah on essaie de le porter, c'est-à-dire que quand on traite de ces sujets, je pense que typiquement sur le sujet environnemental, j'essaie de le traiter en disant j'aime pas l'idée de dire de faire reposer toute la responsabilité sur les jeunes, ou typiquement sur le côté mais prends une gourde, tu prends pas de gourde mais t'es pas écolo, et de faire limite culpabiliser notre génération, alors que il y a des décisions urgentes et très importantes qui pourraient être prises à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une multinationale ou d'un gouvernement, qui pourraient avoir un impact infiniment plus important que la personne qui a décidé de passer à la gourde ou autre. Donc là-dessus, j'essaie un peu de montrer les deux aspects de la chose, de dire que c'est très bien d'avoir un impact, de changer à son échelle, parce que déjà notre geste compte, et si on cumule tous les gestes, ça peut avoir un impact. Mais au-delà de ça, je pense que d'un point de vue c'est quasiment un outil de pression, parce que ça participe à la prise de conscience, et ça fait comme d'ailleurs un vote à une élection quoi. Ça fait participer au côté regardez les dirigeants politiques, prenez en compte la dimension écologique, parce qu'en fait c'est un élément très important pour notre génération. Mais il faut aussi faire comprendre que c'est pas que la responsabilité des jeunes, ou de chaque individu, c'est plus une responsabilité. C'est aussi une responsabilité, ou surtout d'ailleurs, je sais pas, de grandes entreprises et de gouvernements qui doivent prendre des décisions courageuses là-dessus. Faut qu'on parle de Marine Le Pen, tu sais, rien à voir, mais vraiment, faut qu'on parle de ce moment où tu te retrouves sur France 2 face à elle. Comment tu te retrouves sur France 2 face à Marine Le Pen? C'est France 2 qui t'appelle en te disant vas-y, viens parler au nom des jeunes, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Alors, il l'avait pas dit comme ça, et en vrai, leur approche je trouve, ils ont été très transparents. Ils ont dit, on voit ce que tu fais sur YouTube. Nous, on a Marine Le Pen qui arrive. Je crois qu'ils ont appelé 2 semaines avant l'émission. Ils ont dit, on a Marine Le Pen qui arrive dans l'émission politique, donc la grande émission politique qui je crois a changé de nom maintenant. C'est Vous avez la parole. Elle a changé de nom, et clairement, ils m'ont dit, si t'as 10 minutes face à elle, qu'est-ce que tu fais? Et moi, je me dis, là, dans l'immédiat, je sais pas quelle thématique est-ce que je pourrais aborder, mais j'ai un peu réfléchi. Donc, c'est poser la question d'être face à elle sur le sujet de l'environnement, ou alors être face à elle sur le sujet des fausses informations. Et le sujet des fausses informations m'a plu, parce que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement, du fait de mon travail. Je vois toute la journée des jeunes qui me disent, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux? Je vois tout un tas de fausses informations qui circulent en ligne. Et je vois aussi des politiques, et notamment elle, c'est très loin d'être la seule, et je pense que la quasi-intégralité, c'était l'intégralité des responsables politiques aujourd'hui ont une responsabilité immense là-dedans, mais je la vois elle aussi propager des fausses informations. Et je me dis ça peut être un bon sujet de juste
avoir une discussion avec elle sur ces fausses informations qu'elle a clairement véhiculées ces dernières semaines, et plus largement sur la question des fausses informations dans la société. Et donc, ça a été ces 10 minutes face à elle que j'ai d'ailleurs mis sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube après, où j'ai essayé le plus possible de la mettre face à ces contradictions et face à des fausses informations qu'elle avait révélées et diffusées assez massivement. Et c'était un échange qui, je pense, est assez intéressant parce que elle a d'une certaine façon esquivé le truc, c'est-à-dire qu'elle très forte, hein. Ouais, elle est déjà extrêmement forte dans ce genre de débat. mais en même temps, je pense qu'elle était assez, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'elle était assez. En fait, Marine Le Pen est très forte dans un débat ou dans une interview d'ailleurs, quand elle est face à quelqu'un qui est très agressif. D'ailleurs, juste après moi, il y avait une mère communiste qui était, pareil, il y avait 10 minutes face à elle, et je sais plus le sujet de leur échange, mais tout de suite, la mère communiste était très agressive, et ça a mené, alors déjà, ça n'a pas mené à un débat, ça a mené à une sorte d'échange d'insultes, c'était pas des insultes, mais des deux côtés. Et Marine Le Pen en est ressortie, je pense, grandie de cet échange face à cette mère communiste, parce qu'elle sait extrêmement bien se défendre face à quelqu'un qui va dire « Ah, mais de toute façon, vous êtes raciste, machin ». Elle est entre guillemets habituée à avoir ces attaques-là, et du coup elle sait très bien y répondre. Toi, tu vas la chercher sur un sujet qu'elle moi j'ai eu cette je me suis dit, en fait, déjà je suis pas un homme politique, je suis pas le maire d'une ville de l'opposition, je ne sais quoi, je sais pas si je suis journaliste d'ailleurs, mais en tout cas je suis attaché à cette question de l'information et aux fausses informations, aux vraies informations, et enfin vraies informations c'est pas un bon terme, mais à des éléments mensongers qui pourraient être véhiculés par des politiques, quels qu'ils soient. Et là, j'ai eu l'occasion de, face à Marine Le Pen, pendant 10 minutes, lui parler de ce sujet-là. Et voilà, si je peux le faire d'ailleurs avec d'autres politiques et reproduire ce genre de choses, ça me semble essentiel, quoi. Donc c'est quelque chose qui était assez, pour moi, logiquement, une grosse expérience. Et voilà, quoi. Tu viens de passer le 1 million d'abonnés, là. Ouais. Donc, le succès est présent, parce que, non, mais en vrai, je pense qu'il faut remettre un peu de contexte aussi, mais tu parlais tout à l'heure de 2016, c'était plus simple, entre guillemets, je pense, à l'époque d'arriver à 1 million d'abonnés, parce que l'algorithme de YouTube amenait aussi énormément à la découverte. L'algorithme de YouTube aujourd'hui, il est plutôt basé sur te faire rentrer dans ce qu'ils appellent les fameux rabbit holes, là, tu sais, où ils te font rentrer dans un truc, et dès que tu commences à regarder des vidéos, tu finis par en avoir de plus en plus, et t'as beaucoup moins de suggestions. Ouais. Donc bravo pour ça, parce que ça veut dire que chaque abonné, t'es allé les chercher à la sueur de ton de votre front, parce qu'on en parlera un peu après, vous êtes plusieurs. Et justement, tu es vraiment en train de créer une boîte. Enfin, t'as créé une boîte, t'es vraiment en train de créer une boîte avec plusieurs têtes, justement. Ouais, c'est dans le cas de la chaîne de Hugo Décrypte. D'ailleurs, j'ai peut-être beaucoup dit là depuis le début, je sais pas, mais j'ai le réflexe souvent de le faire, parce que aujourd'hui on est plusieurs. Et Hugo Décrypte, on le disait au début, Hugo Décrypte, pour moi, c'est pas moi, en fait. Hugo Décrypte, c'est le nom d'un média aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser le terme, et donc on est plusieurs derrière ce média. Moi, j'ai 2 journalistes à temps plein qui sont salariés, qui sont à temps plein au sein de l'équipe. J'ai une monteuse maintenant à temps plein qui nous a rejoint il y a quelques jours. Il y a toute une dimension commerciale aussi sur YouTube, évidemment, qui permet de nous faire vivre et de payer toute l'équipe. Pour ça, du coup, j'ai monté une agence avec Micode, donc un YouTuber qui est lui orienté cybersécurité, et Jean, un 3e associé, pour gérer mes partenariats, les partenariats de Micode et ceux de d'autres créateurs qui sont un peu experts sur leur domaine précis, que ce soit du bricolage, des sujets environnementaux ou autres. Et donc il y a une équipe, et en parallèle à ça, j'ai monté une 3e boîte avec un autre associé qui s'appelle Maxime, sur lequel on bosse sur une application d'info pour les jeunes. Donc ça s'est beaucoup développé dernièrement, et ça me permet aussi d'envisager un peu des projets plus long terme, et de pas être dans le rush absolu qu'ont pu être ces 2 dernières années, à se dire je dois tout faire, quoi. Je dois répondre aux moindres mails de propositions de collaboration ou autre, je dois tout préparer, mon contenu Instagram, mon contenu YouTube, mon contenu machin, faire le montage de telle vidéo. C'était sinon ingérable pendant longtemps, quoi. Comment s'est passée la transition de je fais tout à ok, je commence à structurer et à travailler avec des gens, parce que c'est pas du tout le même boulot. Ouais, ça implique de déléguer, et je pense que c'est le plus gros défi, surtout quand t'es youtubeur, parce que tu as le sentiment
en partie est vrai, en partie est faux, que tu es le seul à pouvoir faire ce que tu veux faire, ce que tu fais. Et pourquoi est-ce que c'est faux? En tout cas, en partie faux, c'est que le montage des vidéos, des gens savent beaucoup mieux le faire que moi. Et donc, à partir du moment où je commence à pouvoir avoir des revenus avec ma chaîne, ça a du sens à mes yeux. C'est pas quelque chose, je pense, que tout le monde partage, mais moi, je me dis, ça a du sens d'avoir un monteur qui va monter ces vidéos-là, puisque ma valeur ajoutée sur le montage, au sens propre du terme de la vidéo, est assez minime, et donc ça me prenait beaucoup de temps aujourd'hui jusqu'ici pour pas grand chose. Il y a un monteur d'ailleurs sera beaucoup plus créatif que moi pour améliorer le montage et faire des nouveautés là-dessus. Donc ça a été cette idée de déléguer progressivement qui était un vrai défi au départ. Y compris sur les contenus, travailler sur mes vidéos d'actualité au quotidien avec une équipe de journalistes ou autre. Pareil, il y a ce truc de se dire, mais non, mais je suis le seul à pouvoir avoir cette approche. Enfin, peut-être pas je suis le seul, mais on a le sentiment que c'est très dur de lâcher ce truc-là et de le déléguer ou de le faire en partie avec d'autres personnes. Au final, ça marche très bien, et aujourd'hui, là sur la chaîne, je pense avoir trouvé le bon équilibre où je suis quand même la main dans l'édito, mais je bosse aussi avec une équipe sur l'édito. Le montage est géré, la dimension commerciale est gérée via l'agence. T'as eu un déclic? T'as l'impression? Je pense pas qu'il y ait de déclic. Je pense que c'est progressivement, et encore aujourd'hui, je pense que je suis pas. Il y a certaines choses que je suis pas prêt à déléguer, alors qu'il y aurait sûrement des gens meilleurs que moi pour le faire. Et d'ailleurs, alors que c'est même parfois des choses qui moi m'intéressent pas tant que ça, mais je dis ouais, mais est-ce que quelqu'un réussira à mieux le faire? Ça implique de trouver la bonne personne, et ça se trouve évidemment, mais ça peut prendre du temps. Je pense que c'est vraiment pas simple, et je connais des youtubeurs d'ailleurs qui encore aujourd'hui font leur montage alors qu'ils pourraient avoir aisément les moyens de payer un monteur pour leurs vidéos. Et parfois, c'est parce qu'ils sentent Alors, parfois, c'est parce que ça leur plaît de le faire et ils veulent totalement garder la main sur la dimension créative du montage, et ça se comprend. Parfois, ils aimeraient bien arrêter de le faire, mais ils se disent ouais, mais je suis pas sûr que quelqu'un arrive à le faire autant que moi. Aussi bien, ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu travailles avec combien de gens? Aujourd'hui, on est une dizaine pour faire simple, c'est-à-dire qu'on est 3-4 sur le projet d'application. On est 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 sur la chaîne. Ouais, non, plus que 10 en fait. Et on est l'agence, on est 3. Ouais. En plus, ça s'ajoute au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire qu'on recrute des gens. Là, on a recruté du coup, j'ai raconté Camille qui est une monteuse à temps plein maintenant sur la chaîne. Elle, ça fait quelques semaines, donc ouais, ça fait que grandir, et ça fait bizarre, mais bon, c'est trop cool, et c'est même ce truc, il y a ce truc au moins un petit peu, je pense que quand t'es tout seul sur un projet, et d'ailleurs en général quand t'es entrepreneur, je pense que tu culpabilises très rapidement de ne pas travailler. Mais de ne pas travailler même à 22h ou 23h tous les jours de la semaine, quoi. Ça me parle. Tu connais, je suis sûr que tu connais ce truc-là. Et du coup, moi, c'est vrai que peut-être au bout de 2 ans après le lancement de ma chaîne, j'étais dans cet entre-deux où la chaîne était grande, il y avait une grosse audience, il y avait des premiers revenus qui venaient, mais il y avait beaucoup de travail à faire. Mais j'avais pas forcément je sais pas, je me sentais pas délégué tout de suite, et donc je gérais une quantité de boulot immense, et vraiment je comptais pas les heures, mais au sens ça devenait vraiment pas très sain, surtout quand j'avais les cours en parallèle, quoi. Et là aujourd'hui, au moins j'ai ce truc alors je bosse toujours beaucoup, mais beaucoup de mes soirées en ce moment ciné, l'immense majorité de mes soirées sont du temps passé à bosser, mais j'ai quand même aussi cette sérénité, par exemple, de moins travailler le week-end et de me dire oui, mais c'est aussi que pendant la semaine j'ai bien avancé et mon équipe a bien avancé, et du coup il y a cette sérénité, même si je sais pas, une matinée je suis fatigué parce que j'ai bossé tard la veille, j'ai pas ce truc de mince, non mais il faut que je m'y remette, je me lève tôt demain matin pour bosser machin, non, parce que je sais que mon équipe est quand même là et que on continue à avancer, même si une matinée je suis pas là parce que j'ai du sommeil à rattraper parce que j'ai bossé tard la veille, quoi. J'aurais tellement aimé savoir ça, genre même à 35 ou à 40 balais, quoi, tu vois. Comment t'es venu? C'est fou, vraiment. C'est-à-dire que ça me fascine, mais vraiment de très positivement, tu vois. Mais comment t'as fait pour avoir cette réflexion et cette maturité-là? C'est la question de la gestion du temps, tu vois. Mais je pense que là c'est surtout venu progressivement, où j'ai vu le poids que ça me relâche, enfin que ça m'enlevait à chaque fois que je le faisais, quoi. Et au fur et à mesure, au début j'osais pas déléguer parce que je me disais c'est impossible, tout ça c'est moi qui le fais, et j'ai lâché le montage, j'ai fait quand même, là quand je lâche le montage, c'est peut-être une bonne journée de montage par vidéo que je gagne, ça me fait gagner du temps, quoi. Je suis un peu mieux, et du coup ce temps-là est vite comblé par un autre travail, ça va être autre chose. Maintenant je vais bosser sur tel format ou tel truc. Mais même ce truc-là, après, je vais dire, attends, mais peut-être que ça aussi, alors je peux le déléguer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et
je pense que l'idéal, et j'en suis encore loin, mais l'idéal après, c'est de trouver une situation où je suis en mesure de travailler uniquement là où j'ai une valeur ajoutée importante. C'est-à-dire que mes journées restent remplies, mais au moins mes journées sont remplies de choses où ma valeur ajoutée est super importante dans un projet. Comment t'as trouvé ça? T'es aidé? Il y a des gens qui te coachent? Non, mais c'est Non, vrai. en vrai, Tout seul. non. Et d'ailleurs, je pense Mec. que c'est pas que ça me manque, mais j'ai pas ce truc d'avoir des. Je sais que moi, je connais des gens qui ont des mentors, des machins. Moi, j'ai pas ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai pas en tout cas de contact régulier avec une personne. Si j'ai Cyrus North en l'occurrence mais je sais pas si on peut parler de mentor. Lui, c'est peut-être plus un côté grand frère de YouTube où ça fait des années. Ouais. Pas vraiment pareil. Cyrus, il est tout seul, tu vois. Ouais, là c'est où vrai. toi, Ouais, donc c'est pas un modèle sur cette dimension-là parce que c'est pas son truc non plus. Et lui, typiquement, il fait partie des gens qui préfèrent faire lui-même et ça lui va très bien et c'est son truc. Et... bosser ses montages jusqu'à 4h du mat. Exactement. c'est ça. Et moi, c'est pas mon truc, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas de mentor, quoi. Mais j'aimerais bien. Mais t'as trouvé ça tout seul? Ouais, je pense que ça vient au fur et à mesure et de discussion et de se dire. En fait, t'as pas une journée infinie en termes de temps. Alors, c'est drôle parce que c'est un livre de Fabien Lucas qui dit votre temps est infini. Ouais. Je pense que le côté, c'est juste tu peux tirer dessus et faire en sorte de machin, mais la façon aussi de remplir tes journées le mieux possible, c'est de remplir tes journées de choses qui sont importantes et où t'as une valeur ajoutée. Oui, sur le livre de Fabien, il dit plutôt mets-y les trucs importants plutôt que remplis-la le maximum, quoi. Exactement. Et ça, je suis pas parfaitement bon là-dessus, c'est-à-dire que j'ai toujours ce truc de quand j'ai une to-do, peut-être commencer par le truc le plus on dit tous, moi je lis partout, il faut commencer par le truc le plus important, le truc que tu dois faire de ta journée. Il y a toujours cette tentation de faire d'abord le petit truc un peu facile, donc là-dessus je suis loin d'être parfait, mais je typiquement dans le cadre du projet d'application sur lequel on bosse en ce moment, c'est quelque chose où je suis pas à temps plein parce que j'ai ma chaîne et du coup tout le temps que je vais consacrer sur ce projet, ça a été un choix de se dire ok, je suis pas à temps plein sur ce projet d'application parce que je veux continuer GoDecrypt et tout ça, mais quand je suis mobilisé sur cette application, j'apporte tout ce que je peux apporter et là où j'ai une haute valeur ajoutée que le reste de l'équipe potentiellement ne peut pas apporter. Encore une fois, je pense que je pense totalement qu'il y a des gens qui peuvent me remplacer sur tout, mais il y a des choses où moi je me sens plus légitime et où je me sens plus compétent et donc c'est les éléments sur lesquels je travaille. Puis c'est toi le boss après tout, donc c'est toi qui décides. Oui, c'est moi qui décide sur quoi je travaille, mais c'est aussi un luxe. Si t'es moins bon après tout, t'es en train de plomber toi-même ton projet, quoi. Totalement. Donc faut se réveiller aussi, se dire bon celui-là peut-être que je vais le déléguer parce que c'est mieux, quoi. Mais non, c'est une chance, je pense, par contre de pouvoir se dire ça je veux travailler dessus, ça je veux pas travailler dessus. Même dans le cas de ma chaîne, de me dire je veux faire un reportage, on va aller aux États-Unis couvrir la présidentielle. Voilà. On va aux États-Unis couvrir la présidentielle. Ou alors, comme on a fait après l'explosion au Liban, à Beyrouth, d'aller sur place dans les jours qui ont suivi et de voir ce qui se passait et de faire un reportage. Là, c'est la liberté juste la chance inouïe que je réalise, mais que je mesure dans un domaine des médias et du journalisme où c'est souvent très 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 compliqué de trouver sa place, surtout quand t'es jeune, et d'arriver à avoir ne serait-ce que juste gagner ta vie avec. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Je pense qu'il faut le dire, ça, c'est que pour les gens qui savent pas, c'est en général une galère pour rentrer dans les médias. C'est horrible. Et il y a peu de place. Il y a extrêmement peu de place. Moi, je vois, j'ai des potes qui sortent d'école en journalisme et qui galèrent énormément. Et je suis, là-dessus, en l'occurrence, j'en ai j'ai peut-être pas beaucoup dit jusqu'ici, mais dans ce podcast, je veux dire, mais tous les jours, vraiment, je réalise la chance que j'ai. D'autant plus dans ce domaine-là qu'est le monde des médias et du journalisme, d'avoir mon média et de faire ce que je veux, entre guillemets, d'un point de vue éditorial. Donc, si je veux faire un reportage à un endroit sur les États-Unis et la présidentielle, je le fais. Si je veux faire une interview de telle ou telle personne, je peux le faire. Je me suis extrêmement chanceux là-dessus, quoi. Bravo. Non, merci. Mais je pense qu'il y a une part de chance aussi, de chance. Alors, évidemment, ça se saisit, machin, la chance, mais il y a aussi une part. Moi, je crois beaucoup à ce truc de. Je suis vraiment persuadé que je suis pas. Qu'il y a une infinité de personnes aussi intelligentes que moi et aussi compétentes que moi. Moi, j'ai pu saisir des occasions. Il y a eu une question de timing où j'ai lancé ma chaîne à une période où il n'y avait pas encore de chaîne YouTube de ce type-là. Donc, je crois aussi beaucoup à la question de la chance dans le succès.
sans dénigrer le travail que j'ai pu mettre dedans, parce que j'ai énormément travaillé, mais je suis conscient qu'il y a énormément de gens qui travaillent autant que moi, qui peuvent être aussi compétents que moi, mais qui vont pas accéder à ce succès parce qu'il n'y aura pas eu cette chance-là. Donc bon, là-dessus, je suis assez j'ai fait une chronique dans Popcorn chez Domingo sur Twitch il y a quelques temps sur la question de la chance dans le succès, et moi je suis assez persuadé que la chance joue un rôle, mais c'est un je pense que alors la chance bien sûr, mais et le travail aussi, mais il y a aussi un truc d'être le prums. Tu vois, je pense que tu as été premier à incarner en fait cette image de je veux être un média pour les jeunes et je veux parler au nom des jeunes, là où de ce fait-là on t'a amené à un moment donné, tu t'es retrouvé face à Macron aussi, tu vois. Je pense que Macron il se dit ok, je veux aller parler aux jeunes, où est-ce qu'on va me mettre? Alors maintenant ils sont allés chez Brut, mais tu vois, il y a aussi ce truc de ça peut aussi marcher d'aller chez Hugo, quoi. Et la chance, de toute façon la chance s'accompagne aussi toujours d'un truc que tu saisis, et on prenait le cas de Doc7 tout à l'heure. Doc7 qui parle de moi, un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés qui parle de moi. J'ai saisi ma chance parce que j'ai envoyé un mail pour dire à Doc7, comme le faisaient des milliers d'autres youtubeurs, voilà ma chaîne, je fais ça, et ce serait avec plaisir du coup pour que tu relais ma chaîne. Mais il y a eu cette chance qu'il voit mon mail et qu'il décide de le faire, parce que ça se trouve il y avait 50 autres chaînes de la même qualité qui méritaient tout à fait d'être mises en avant, et il a choisi la mienne. Peut-être vraiment par chance, parce qu'il savait pas, il était de bonne humeur, il venait de voir un truc d'actu, il s'est dit vas-y on prend ça, et ça je peux pas le contrôler, mais et ça m'a aidé pour la présidentielle, et donc ça m'a aidé pour la suite, et c'est un enchaînement de choses dont je suis quand même reconnaissant, quoi. Ouais, bravo. Je voyais Sweet, c'est très temporel, parce que pour le coup c'était cet après-midi ou hier, je pense que t'as tweeté un truc sur la détresse des jeunes en termes de santé psychique et mentale. T'as la sensation que pour moi c'est un peu c'est le truc qui va être oublié et qu'on va découvrir dans 2, 3, 4, 5 ans à rebours, le prix qu'on va payer en termes de psychologie, si tu veux, de santé mentale, d'un point de vue de la société. C'est un truc sur lequel tu vas mettre un accent, toi, dans les semaines et les mois à venir, les années à venir? C'est un sujet qui me parle, et d'ailleurs qui me parle pas à titre personnel, parce que d'ailleurs j'ai la chance, mais ça typiquement ça je pense que c'est de la chance, j'ai la chance d'avoir grandi dans un environnement serein d'un point de vue j'avais une famille où les relations étaient apaisées, de base je suis pas quelqu'un du tout d'anxiogène ou d'anxieux ou de stressé ou quoi, donc ça c'est une chance, c'est un truc, je suis né avec ces éléments qui me permettent aussi d'aborder avec plus de sérénité le fait de lancer des projets ou autres. Bref, passons ce sujet, mais donc à titre personnel je me sens pas, j'ai pas de troubles dépressifs, je suis pas je souffre pas de ces éléments là, mais juste je reçois beaucoup de messages, et d'autant plus depuis le tweet que j'ai posté hier, où ce que je disais dans mon tweet c'était très simple, c'est il y a un adulte sur 5 selon Santé publique France qui souffre de troubles dépressifs en France. Ça bondit avec le confinement, notamment le second confinement. Chez les jeunes, c'est encore plus élevé, et c'est inquiétant. Et c'est inquiétant parce que je reçois aussi des commentaires de jeunes, et c'est qui me témoignent, qui témoignent de cette crise qu'ils ont, de ces doutes, de ces peurs, accentuées par la crise économique, accentuées par la crise sanitaire évidemment, l'isolement social en ce moment. Là, on a appris hier que le nouvel an était en quelque sorte annulé parce que couvre-feu, etc. Tout ça, c'est moi des trucs qui m'inquiètent pour ma génération, et c'est ce que je disais dans mon tweet, où j'ai pas envie que ma génération soit sacrifiée de ce point de vue-là, et il faut que le gouvernement prenne la mesure des choses. Et je pense que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit qu'il avait une crainte de troisième vague, et que cette troisième vague soit celle, je sais plus ces termes, mais de la santé mentale des jeunes, soit celle d'un véritable risque pour la santé mentale notamment des jeunes. Donc ils sont conscients de ces problèmes-là. C'est des problèmes qui sont pas faciles à tacler non plus, parce que ça touche à des questions économiques, ça touche à plein de questions différentes. Il y a le sujet sanitaire auquel il faut répondre aussi, mais il y a des mesures qui doivent être prises pour limiter la propagation du virus. Donc j'ai pas la réponse là-dessus, mais c'est juste une sorte de cri d'alerte de dire, mais je veux juste, il faut que les politiques et le gouvernement soient conscients de l'ampleur de ce problème qui va continuer à s'accentuer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Et d'ailleurs, même quand on sera sorti de la crise sanitaire, il restera ça, et la crise économique restera, et l'impact sur notre génération restera. Et l'idée, c'est pas de dire, moi, quand j'ai tweeté ça hier, j'ai eu
ça faisait un peu boomer, mais justement des gens qui disaient ouais mais attends et puis à l'époque nous tu pensais que c'était comment, et puis tu pensais que c'était comment pendant la guerre, et enfin je suis pas en train de comparer avec des gens qui ont c'est pas ça, oui il y a des gens qui étaient dans les tranchées en 14-18, effectivement, je suis pas en train de comparer les deux situations, mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils ont pris du gaz moutarde dans le pif c'est ça que notre génération ne souffre pas de certaines choses aujourd'hui, et qu'on doit pas essayer de trouver des solutions. En fait, c'est juste essayer de trouver des solutions, ça me paraît plutôt sain, plutôt normal, quoi. Donc voilà, c'était un peu l'objet de mon tweet hier. Ok. J'ai la sensation que t'es beaucoup en écoute, et notamment par rapport à plein de médias qui ont ces dernières années fermé les commentaires, qui ont fait en sorte d'avoir le moins de commentaires possible, etc. J'ai la sensation que toi, au contraire, tu prends le pouls là, et que t'as compris en fait l'intérêt d'écouter son audience. Ouais, je pense que ça permet de pas se tromper. Je comprends en partie la volonté qu'ont eu un certain nombre de médias à couper l'espace commentaire sur le côté. En fait, nous, on publie un contenu, et puis sous les commentaires, les seuls qui commentent, c'est des gars qui balancent des fausses infos, et du coup, ça leur donne une grosse visibilité, et on n'est pas en mesure de les modérer ou quoi, ou alors on les modère, mais pas bien, et donc du coup, on préfère fermer. Ça, je l'entends. Et en même temps, je pars du principe qu'on peut éventuellement créer des cadres de discussion qui sont sains. Mais oui, effectivement, il suffit pas d'avoir un espace commentaire, il faut aller plus loin que ça et créer une communauté et faire en sorte de la modérer et tout ça. Donc c'était un peu l'objet, oui, de créer des débats réguliers sur Instagram, sur YouTube, via des posts qu'on fait maintenant sur YouTube. On a parfois d'ailleurs du 500 000 votes sur certains sondages, donc c'est hallucinant. C'est pas parfait, non plus. Typiquement YouTube, on a si on a un gars qui va balancer une fausse info et que nous on le voit pas sur le moment, et que ce gars du coup a un commentaire qui devient assez visible parce que les gens réagissent, donc le truc remonte, enfin il y a des choses qui sont pas incroyables. Par contre, l'interaction, là où je la vois, elle me semble essentielle, c'est dans l'interaction de la communauté à Hugo Décrypte, enfin à moi et à mon équipe. Et donc ça, c'est important. On parlait des sujets tout à l'heure. Voilà, il y a des sujets qu'on passe à côté, et parfois c'est eux qui nous disent parlez de ce sujet-là parce que c'est important. Et donc on le fait, et c'est aussi être à l'écoute, et dès qu'on fait une erreur, qu'ils nous disent dans les commentaires, être réactif et dire effectivement on a fait une erreur là-dessus, et faire le jeu de la transparence. En fait, je pense que moi, j'assume sur mon format des actus du jour sur YouTube aujourd'hui, par exemple, de dire on n'a pas parlé de ce sujet parce qu'on n'a pas eu le temps, ou alors on n'a pas eu le temps de le préparer, ou alors on en parlera lundi. Le journal de 20h, on imagine mal le journal dire, je sais pas, Anne-Sophie Lapix qui dit bon, et puis on n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on n'avait pas de journaliste sur place pour le faire, malheureusement, donc on en parle. Non, parce que ça ferait bizarre. On dit, mais comment ça, c'est quoi ce truc? Mais en soi, c'est faire preuve de transparence, et moi, je suis en mesure de le faire sur ma chaîne, et je pense que ça permet aussi de mieux faire comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et ça passe aussi via des FAQ ou des trucs qu'on va faire régulièrement pour dire voilà ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est pas parfait. Et je prétends pas que ça allait, mais on essaie de faire ça, et voilà comment on le fait, et voilà comment on va essayer de s'améliorer. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez le faire, quoi. Voilà. Je pense que l'un des gros problèmes des médias traditionnels, c'est de pas expliquer plus, avec plus de transparence, comme tu le dis, comment ils fonctionnent. Et ça, c'est un truc très fort, je pense, des nouveaux médias, d'avoir ce truc de on va t'expliquer comment on marche, en fait, en te donnant le plus possible d'informations, quoi. Il y a un truc que j'aime beaucoup que fait France Info, je crois que ça s'appelle la médiation, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le dimanche ou le samedi ou le dimanche sur France Info. C'est le médiateur de. Le médiateur. Ouais. Ouais, c'est ça. Et assez souvent, je me retrouve à écouter ça le dimanche. Donc, ils font ce travail, pour ceux qui n'ont jamais écouté ça, de répondre à des questions d'auditeurs de France Info sur la façon dont France Info a géré l'actualité cette semaine. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de tel sujet? J'ai l'impression que là-dessus, vous avez menti. Vous donnez la parole à des politiques de droite ou de gauche ou je ne sais quoi. Et donc, eux prennent la parole, des journalistes ou autres prennent la parole et disent ça, on en a parlé de cette façon parce que, ou alors là-dessus, c'est faux, on en a parlé, mais peut-être que vous écoutiez pas à ce moment-là parce que vous n'êtes pas en train d'écouter notre radio toute la matinée, mais on avait parlé une demi-heure plus tôt. Ils font ce travail de transparence. Quel est l'impact? Je sais pas, parce que si c'est une heure sur 24 fois, bien sûr. Bon, c'est limité, mais au moins, je pense que ça va dans le bon sens, et ça. Ouais, ça a du sens de le faire. Et c'est le genre de choses, je pense, qu'il faut pousser pour faire connaître. Encore une fois, moi, je parlais des coulisses du journal de 20h. Quand j'ai fait mon reportage sur les coulisses du JT de 20h, plein de gens étaient étonnés et choqués de voir qu'il y avait autant de gens derrière, comment ça fonctionnait, et tout, quoi. Donc, je pense que le jeu de la transparence est important. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à renouveler dans la façon dont les médias font d'actu aujourd'hui. Il y a des éléments qui
je pense, de façon légitime, sont critiquables et sont critiqués, et c'est parfaitement légitime de le faire. Et au-delà de ça, je pense que la critique des médias est un truc qui est essentiel, et c'est très bien, y compris d'ailleurs vis-à-vis de ma chaîne, tu vois, qu'on ait ces retours pour s'améliorer, pour être meilleur. Mais voilà, en tout cas, la transparence fait partie dans des éléments qui peuvent être améliorés. Donc les projets à venir, c'est les cette fameuse projets, app, ouais, c'est ça la chaîne où là on a prévu pas mal de choses à l'avenir. C'est d'ailleurs bientôt une version audio du format des actus du jour qu'on fait sur YouTube, parce que ça revenait beaucoup et j'avais pas mal d'échos de gens qui me disaient en fait j'écoute, je regarde pas les actus du jour, je les écoute par exemple en brossant les dents le soir ou alors en faisant je ne sais quoi. Donc ça c'est une dimension on va bientôt lancer une version audio des actus du jour. Et puis d'autres projets, ce projet d'application sur lequel on bosse, l'agence du coup que j'ai monté avec Micode il y a quelques semaines, et puis voilà des boîtes toutes les semaines. Non, là je pense qu'on va se calmer, mais c'est assez excitant de pouvoir travailler sur tout ça, quoi. Bravo Hugo. Merci beaucoup. Si vous connaissez pas le travail d'Hugo, n'importe quoi, enfin mettez-vous-y, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, vous connaissez comment ça marche. En tout cas, un grand merci pour ton temps. Merci beaucoup. Un grand merci pour toi. Et puis bravo, franchement, mec. Non, c'est plaisir. Bien joué. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.